France, MEDEF, à être reçu ce jeudi au Palais Sérotoria. Les entretiens ont porté sur plusieurs secteurs d'intérêt national. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures. Cette troisième visite du MEDEF en Guinée indique incontestablement l'intérêt que les hommes d'affaires français accordent à la Guinée. Avec la fin de la fièvre à virus Ebola et l'achèvement au mois d'octobre prochain du programme formel de la Guinée avec le FMI, le président de la République se dit confiant en l'avenir. D'abord, je dois souhaiter la bienvenue à la délégation et j'espère que votre séjour va bien se passer et que nous pourrons entamer une coopération très fructueuse. Parce qu'on a eu 2 ans d'Ebola qui nous a mis une économie à terre. Dieu merci, on a ça derrière nous aujourd'hui. Nous sommes aussi en programme avec le Fonds monétaire. Nous avons fini la 6e et 7e revue. Il nous reste la 8e revue. Avec la bénédiction de Dieu, j'espère que nous allons aussi, donc à partir de la 8e revue, c'est janvier ou juin, et le Fonds monétaire viendra en octobre. Donc, avec l'aide de Dieu, nous allons sortir du programme formel qui nous impose quand même beaucoup de contraintes, notamment au niveau de l'endettement. Parce que vous savez qu'avec ce programme, on ne peut avoir que des crédits concessionnels, ce qui nous empêchait d'avoir des crédits commerciaux et aussi à imposer beaucoup de contraintes à la Banque centrale. Donc dès maintenant, nous commençons à préparer l'après-octobre. C'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire à partir d'octobre. Évidemment, nous aurons toujours un programme avec le Fonds monétaire parce que ça rassure les investisseurs, mais ça sera un programme tout à fait différent, qui est un programme que nous ferons à partir des priorités du gouvernement, parce que ce ne sera plus dans le programme formel lié au PPT où il y a des contraintes. Donc, pour nous, il s'agit de tenir jusqu'en octobre, mais de commencer maintenant à préparer qu'est-ce que nous allons faire à partir d'octobre, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des privés, etc. Et c'est maintenant que nous allons commencer à discuter parce que nous pourrons avoir accès. La BAD finance le privé, ça n'a jamais été fait en Guinée. Le président de la BAD était là dans 48 heures. Il va donc envoyer les experts du secteur privé pour venir discuter avec nous. La BID finance le secteur privé, ça n'a jamais été fait en Guinée. La BID aussi va envoyer le département chargé de financer et des privés. Aussi, la BID finance le commerce. Si on veut acheter des choses, BID peut financer. Donc, nous commençons à réfléchir sur toutes ces questions-là. Parce qu'en discuter maintenant et signer à partir d'octobre, quand on sera sorti du programme formel. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et vous remercier d'être venu. Et j'espère que vous allez bien travailler avec les différents ministères et que vous allez partir satisfait. Merci. En plus des intentions, certains secteurs sont déjà identifiés par ces hommes d'affaires. C'est le cas de la filière Bretagne Commerce International qui s'intéresse à l'agro-industrie et l'école de commerce de France qui veut intervenir dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration. Avec plus de 30 ans d'expérience, le leader mondial du guichet unique et commerce transfrontalier Sojet compte ouvrir un guichet unique au port autonome de Conakry. Il faut vous dire déjà que l'agro-industrie fait partie des trois priorités que moi j'ai aujourd'hui, l'agro-industrie, l'énergie et la bauxite. Et là, le président de la BAD nous accompagne. Lui-même, il a dit en survolant la Guinée que la Guinée doit être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur et moi, on a la même lecture, le programme de Roland Pré en 1950, qui devait faire de la Guinée le grenier de l'Union française. Donc la BAD est prête à nous accompagner pour l'irrigation. Parce que nous voulons faire 2 à 3 cultures par an. Mais aussi, j'ai envoyé mon représentant Sidia à Abidjan pour collaborer avec la Côte d'Ivoire pour développer des plantations de palmiers à huile, de café, de cacao, de DVA et aussi la pisciculture. Nous-mêmes, d'ici le mois de juillet, on va faire 200 000 hectares d'anacardier. On a pris toutes les dispositions. Et l'année prochaine, encore, on fera 200 000 hectares. Nous allons donc aussi développer la culture de palmiers à huile renforcée, café et cacao, et restructurer le secteur pour qu'il y ait des acheteurs agréés, mais aussi pas seulement l'agriculture, mais l'agro-industrie. Donc, et la BAD et la BID sont prêtes à nous accompagner dans ces 2 secteurs-là, et ensuite l'élevage. J'ai prévu avec le ministre de l'élevage une journée de l'élevage
parce que nous avons déjà une usine d'engrais qui fait 400 000 tonnes d'engrais. Nous avons aujourd'hui beaucoup de sons qu'on n'utilise pas, qu'on est obligé d'envoyer au Maroc. Donc nous allons faire rapidement une usine d'alimentation de bétail. Il y a déjà 2 Guinéens qui sont intéressés, qui sont des partenaires. Il y a Keneko et Tafagui qui sont intéressés, ils ont beaucoup de sons. Et on fait la journée d'élevage pour encourager les éleveurs à changer de méthode d'élevage. C'est-à-dire non seulement nourrir les bœufs par l'alimentation de bétail, mais à les parquer pour éviter la divagation qui crée beaucoup de problèmes avec les paysans. Donc c'est un secteur vraiment prioritaire et où la BAD, la BID, le Fonds saoudien et la BADEA sont prêts à nous accompagner. Je ne parle pas seulement de l'élevage, mais il y a aussi à l'élevage et aussi à la pêche. Et nous allons aussi développer la pisciculture, non seulement dans les rivières, mais aussi dans les barrages que nous avons comme barrage de Caleta et barrage de Garafri, etc. Je pense qu'il y a... Et aussi j'ai créé, comme il y a beaucoup de problèmes avec le patronat, j'ai créé ce que j'appelle les champions. C'est-à-dire que j'ai uni des hommes d'affaires qui ont une surface financière et aussi qui ont une capacité. Ils sont à peu près une trentaine. Nous avons fait la réunion hier. Donc ils vont s'organiser un peu comme une sélection nationale. Vous prenez des joueurs à Lyon, à Nice, etc. Et chacun doit être dans son secteur, le champion dans son secteur. Mais en même temps, je les encourage à créer des sociétés anonymes. Et à ce moment-là, non seulement ils peuvent avoir des partenaires, mais sociétés anonymes, comment créer les partenaires. Nous avons eu une réunion hier. Donc ils vont me faire, je leur ai dit aussi de voir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qui gênent les investissements tant intérieurs qu'extérieurs. Et nous allons tenir compte de leurs remarques pour faire la loi des finances rectificatives prochainement. On va revoir la fiscalité et tous les obstacles qui gênent les investisseurs. Donc je demande leur participation pour qu'ensemble avec l'administration, on puisse en tenir compte pour la loi des finances rectificatives qu'on fera en octobre. Donc vous avez maintenant des partenaires crédibles, parce que là, le patronat, il y a des boutiquiers, il y a des choses. Bon, ce n'est pas des gens qui peuvent être des partenaires. Monsieur le Président, bonjour. Nous étions rencontrés il y a quelques années sur les problématiques de formation. Lors de votre premier mandat, vous aviez dit « J'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État ». Cette phrase m'a marqué et j'ai suivi vos travaux depuis un certain nombre d'années. Des efforts importants ont été faits, mais le chemin est encore long. Car vous savez que HEC intervient aussi bien dans le secteur privé, vous connaissez à mon école, moi-même étant professeur, mais il y a un domaine très important qui est le secteur public. Vous l'avez d'ailleurs souligné à l'instant, et vous avez souligné justement les points de blocage qui pouvaient exister pour les investisseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde qui cherche à améliorer la performance de son administration. Pour avoir des administrations qui soient orientées vers la culture du résultat, vers la performance, chaque agent guinéen doit être un agent du développement. On s'aperçoit depuis hier et les échanges qu'on a pu avoir avec les investisseurs qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui lorsqu'on est un porteur de projet, lorsqu'on est un investisseur, à travailler avec les administrations, quel que soit le monde. Il y a aujourd'hui nécessité d'avoir une évolution dans le comportement des agents d'administration. Un agent d'administration aujourd'hui, quel qu'il soit, doit avoir les mêmes compétences. Je dis bien les mêmes compétences que le secteur, qu'un agent ou qu'une personne du secteur public. C'est un enjeu effectivement très important. Vous le savez, vous avez œuvré depuis de nombreuses années dans ce domaine-là, où il faut accompagner pour permettre effectivement de développer l'attractivité du public. Aujourd'hui, vos concurrents, c'est pas l'Australie, c'est pas la Corée. Vos concurrents, c'est la Sierra Leone, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. On a d'ailleurs conduit des programmes identiques en Côte d'Ivoire, au Togo, et on a réussi, je dirais, à renforcer les capacités de l'administration à pouvoir absorber des projets. Aujourd'hui, nous sommes prêts. On est prêt effectivement à mettre en place ces programmes, à rendre effectivement l'administration guinéenne à la hauteur des enjeux que vous avez fixés pour le pays. Et pour ne pas prendre trop longtemps, j'aimerais partager avec vous une phrase qui m'a profondément marqué, qui me suit depuis des années, en tant que professeur. C'est une phrase de Théodore Monod, qui fait face un peu à la difficulté quotidienne que vous avez à gérer un pays, et qui dit « L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. » Nous sommes prêts à vous accompagner pour faire cet irréalisé. Lorsque le président de la BAD est venu, on s'est mis d'accord de nous accompagner dans 3 secteurs, l'énergie, l'agro-industrie et l'enforcement des capacités. Effectivement, notre grand problème, c'est non seulement l'enforcement des capacités, mais la possibilité d'avoir des projets bancables. Ça, ce sont nos faiblesses. Ce que j'ai dit aussi aux hommes d'affaires, il faut que ça soit si j'ai réuni des champions, c'est-à-dire des gens qui sont capables de présenter des projets bancables. On a
plusieurs inconvénients. Non seulement il y a la bureaucratie, mais il y a aussi la non-maîtrise des problèmes économiques, d'où la nécessité de renforcer nos capacités. Si vous avez vu, j'ai pris le risque de rajeunir, en fait, de faire un saut générationnel en mettant des ministres, qu'on veuille ou pas, qui maîtrisent parfaitement l'anglais des questions économiques et surtout les nouvelles technologies. Et aussi qui n'étaient pas dans l'administration, donc qui étaient à l'extérieur, qui ne sont pas un peu dans une sorte de mafia qui s'est installée depuis des années. Évidemment, il ne suffit pas d'avoir des ministres, il faut aussi qu'en dessous d'eux, on fasse les changements, ce que nous allons commencer. Donc, pour le renforcement des capacités, nos capacités, c'est une de nos préoccupations fondamentales, dont j'ai parlé avec la BAD qui nous accompagne, la Banque mondiale, mais aussi le PNUD. Notre objectif, c'est de faire venir des cadres dans le cadre du top 10. Et j'ai toujours dit à l'ambassadeur qu'il y a beaucoup d'ingénieurs polytechniciens qui sont à la retraite à 65 ans, ils sont encore vigoureux, et c'est intéressé de venir ici que de s'ennuyer en France, etc. Mais depuis 3 ans, on n'a pas progressé. Alors que j'ai demandé au président Alassane, par exemple, dans le cadre de cette coopération, de m'envoyer des anciens cadres à la retraite de la SATMASI, des gens qui ont fait effectivement l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il est d'accord, il va me les envoyer la semaine prochaine. Ils vont rester ici pour travailler avec nos cadres, etc. Je travaille aussi avec le Rwanda, avec qui on échange. Nous avons signé beaucoup d'accords, notamment l'accord entre son cabinet stratégique et mon cabinet stratégique à la présidence, mais aussi avec l'Éthiopie. C'est-à-dire les pays qui sont aujourd'hui en Afrique les plus performants, il y a 3 ou 4, et je veux que la Guinée soit le 5e. Donc c'est une des grandes préoccupations que nous avons aujourd'hui, les capacités humaines et le changement du comportement de l'administration. Pour ça, nous avons besoin de vous, nous avons besoin du privé, parce que c'est eux qui peuvent nous dire quels sont les différents freins, les différents obstacles qui aujourd'hui gênent l'investissement tant local qu'international. À la présidence, on a une structure aujourd'hui qu'on appelle sur les investissements. C'est-à-dire, j'ai nommé un ministre d'État qui n'est pas membre du gouvernement. On a créé une structure qui a 3 rôles. Un rôle informel, c'est-à-dire une fois par an, on convoque une réunion des hommes d'affaires, on réfléchit sur l'économie guinéenne, un brainstorming. Le deuxième, c'est le même rôle que le cabinet stratégique de Kagame, qui nous permet d'avoir des cadres qui suivent tous les projets, qui ne prennent pas de décisions, mais qui suivent tous les projets et qui font en sorte que les ministres ne retardent pas. Le troisième rôle, c'est un guichet unique, c'est-à-dire quand c'est un gros investisseur, tout le monde vient à la présidence, tous les ministres, tout le monde, et en une journée on finit, vous n'avez plus besoin de passer sur le ministre des Finances, le ministre sinon, tout se fait à la présidence et tout le monde parle. Donc on a renforcé la présidence, pas pour prendre des décisions à la part du gouvernement, mais pour réfléchir et faire des propositions au gouvernement. C'est le gouvernement qui prend dans les décisions, mais j'ai pris aussi des conseillers étrangers, Carlos Paulo Gomez, qui a été administrateur de NABAD, Jacques Diouf. Paulo Gomez, c'est pour la gouvernance économique et financière. Et Jacques Diouf, l'ancien directeur général de la FAO, pour l'agriculture, la pêche et l'élevage. L'ancien Premier ministre du Sénégal, Lou, aussi, qui nous accompagne. Et la semaine dernière, on a envoyé, avec l'aide de Soros, on a envoyé le ministre des Affaires, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de la Coopération, le ministre des Nouvelles Technologies à Harvard pour des cours d'1 semaine, où ils ont travaillé avec les grands professeurs sur les questions financières de gouvernance, tant l'épargne intérieure que l'épargne extérieure et les rapports avec le Fonds monétaire, etc. Donc, ils ont fait toute la semaine dernière. On a un premier problème à régler, c'est le problème du guichet unique au port. Et c'est vous qui devez nous installer le logiciel. Bon, à cause de l'Ebola, vous n'avez personne. J'espère que maintenant, on va avancer parce que on nous attendait, parce qu'on a besoin de sécuriser les recettes, que toutes les recettes passent par un seul tuyau. Le seul problème qui nous reste, c'est la gestion. Mais il faudrait d'abord que le logiciel soit là. Donc ensuite, je ne comprends pas pourquoi le fret à Conakry est plus cher qu'à Bénin, alors que les bateaux passent par Conakry avant d'arriver au Bénin. Donc c'est illogique qu'on paye plus cher. Donc il y a tout un ensemble de problèmes à régler au niveau du port et de l'aéroport. Enfin, l'aéroport, ça va, parce qu'avec l'aéroport de Paris, on a moins de problèmes. Parce qu'en fait, la position de la Guinée est telle qu'on peut être le hub pour l'Amérique latine, parce qu'on est plus proche de l'Amérique latine que Dakar, par exemple. Donc notre objectif, c'est de faire du port le hub. Par exemple, vous savez que lorsque les Mermoz allaient en Amérique latine, ils passaient par Dakar. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de compagnies qui souhaitent passer par Conakry pour aller en Amérique latine. Si on le fait pour l'aviation, c'est aussi le faire pour le port. Nous avons le projet d'extension du port à l'est pour faire 4 autres quais là contournants. Nous avons réussi finalement à nous mettre d'accord avec l'USAL
pour que Bolloré puisse utiliser le chemin de fer de CBK pour que les camions conteneurs, les camions citernes et les remorques ne viennent plus à Conakry, mais qui s'arrêtent au port sec à Kagolé, ce qui va considérablement dégager le port et la circulation en attendant de continuer le chemin de fer jusqu'à Bamako, puisque le port de Conakry, probablement que le port de Conakry a moins de 200 km que le port de Dakar. 200 km c'est beaucoup. Donc nous avons vraiment besoin d'informatiser totalement notre administration, mais en commençant d'abord par le port parce qu'on perd beaucoup d'argent. Donc j'espère que Soged maintenant est prêt à venir pour nous installer le logiciel que nous devons installer. Nous en avons même discuté ce matin au Conseil des ministres, et le ministre, le ministre de l'Industrie m'a dit que vous avez rencontré. Donc j'espère que pendant ce jour-là, on va régler définitivement cette question d'installation du logiciel. Maintenant, il veut savoir comment gérer. Est-ce que c'est une société qui gère plusieurs, etc. Bon, ça on verra après, mais il faut d'abord que le logiciel soit installé. Donc, nous avons eu beaucoup d'handicaps de développement. Il y a certains que nous entendons dessous. Par exemple, l'énergie, c'est notre grand problème. Conakry était la capitale la plus noire d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, il fallait des groupes. Bon, nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, parce qu'en plus de Kalita, nous avons commencé la construction du barrage de Swapiti qui fait 450 MW, mais qui a l'avantage de servir de réservoir pour Kalita et Garafi. Vous savez, c'est des barrages en cascade. Donc en période de saison sèche, il n'y a pas assez d'eau. L'avantage de Swapiti, c'est qu'il va servir de réservoir de château d'eau pour Kalita. Ça veut dire que même en période d'étiage, Kalita donnera c'est 240 MW et Garafi c'est 75 MW. Après le COP21, nous avons exigé tous les chefs d'État africains qu'il faudrait que le COP21 mentionne l'énergie renouvelable en Afrique et le fleuve Niger et lac Tchad. On avait décidé que tous les États africains, on devrait les signer, si ce n'est pas dedans, heureusement c'est dedans. Donc nous avons donné ce mail de l'Union africaine, on a séparé le climat en Égypte, et moi je suis chargé par l'Union africaine de l'énergie renouvelable. Lorsque Mme Ségolène Royal est passée, nous avons discuté que l'argent que l'Union européenne promet, ça ne soit pas comme avant, on nous promet l'argent qui ne vient jamais. Donc notre bataille aujourd'hui, c'est qu'avant le COP22 au Maroc, que les 3 milliards d'euros que l'Union européenne a promis arrivent et pour financer les projets qui sont déjà prêts. Avec le Sénégal et le Mali, nous avons présenté à Mme Ségolène Royal le projet de Koukountamba, puisque l'appel d'offres est lancé, pour que dans les 3 milliards à promis, une partie serve à financer le barrage de Koukountamba. Le président de la Paris s'est engagé à faire le barrage de Foumi. Nous avons un investisseur, nous avons des affaires turcs qui vont faire des barrages en BOT et nous allons acheter, notre société va acheter. Donc ça résout le problème de l'énergie, puisque nous voulons à la fois transformer nos matériels, permettre sur place, mais aussi vendre de l'énergie aux pays voisins. Déjà dès le mois de juin, l'installation de la haute tension entre la Guinée, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, la Guinée de Bissau va commencer en juin, puisque le financement est acquis, l'appel d'offres est fait. Maintenant, il reste évidemment la gestion administrative et aussi les capacités humaines. Aussi de développer le partenariat public-privé. Tout ça, ce n'est possible réellement qu'une fois qu'on a fini le programme formel avec le Fonds monétaire qui nous impose beaucoup de contraintes. Mais nous sommes en train de nous organiser. Maintenant, il faut qu'on soit aussi concurrentiel, sinon plus que nos pays voisins. Donc nous sommes vraiment prêts à faire toutes les réformes qu'il faut pour que notre économie soit vraiment attrayante. C'est ce que j'ai demandé aux hommes d'affaires guinéens, nous avons la même chose. C'est-à-dire qu'il faut lister tous les obstacles et les tracasseries pour qu'on puisse faire les réformes. En ce qui concerne l'impôt, nous avons changé toute la direction des impôts. Mais notre grand problème, c'est que moi, j'étais professeur de finances publiques, l'impôt tue l'impôt. Ici, au lieu de dégager l'assiette, on augmente. Et lorsque, malheureusement, je n'ai pas suivi, j'ai été contre l'augmentation, mais c'est trop tard. Faire passer la TVA de 18 à 20%, c'est irréaliste. Alors que donc, nous avons commencé une discussion, on a eu déjà une réunion au parlementaire pour encourager les secteurs informels à passer au formel. Parce qu'il y a des gens du secteur informel qui ont des chiffres d'affaires plus élevés que les gens du formel. L'inconvénient en Guinée, c'est que le formel est surchargé par les impôts parce que l'assiette n'est pas large. Donc, nous avons commencé à discuter avec l'informel, créer les conditions pour les encourager à passer dans le formel. Et aussi changer complètement notre système fiscal parce qu'au lieu d'avoir des impôts hauts, il faut avoir une assiette plus large.
Donc nous travaillons avec l'Éthiopie, parce qu'en Éthiopie, même les Syriens payent l'impôt. Nous travaillons avec l'Éthiopie, nous travaillons avec le Rwanda pour reformer notre système fiscal. Mais aussi un autre secteur qui est très important, c'est le foncier. Actuellement, le système foncier n'est pas très clair en Guinée, donc nous allons faire une réforme foncière. Parce que si un entrepreneur fait une usine, il ne faut pas que quelqu'un vienne demain et vienne dire le terrain m'appartient. Donc il y a aussi le deuxième secteur où nous allons faire des réformes. Nous avons en train de discuter avec des partenaires et d'excellents d'autres pays pour qu'on fasse une réforme foncière qui garantit les investisseurs qui vont investir. Nous avons aussi des projets de créer des zones industrielles. Nous allons créer des zones industrielles à Dubrika, mais aussi à Kindia. Et nous avons un projet de faire une zone franche à Kamsar, parce que Kamsar, il y a une société qui va construire le barrage Kogon 90 MW en BOT pour vendre aux sociétés. Vous savez qu'à Kamsar, en plus de Alcoa, nous avons maintenant Mubadala avec Abu Dhabi et Rusal. Et pourquoi nous faisons de l'aluminium, de la bauxite aujourd'hui une priorité? L'Indonésie n'exporte plus de bauxite, la Malaisie a eu des problèmes. Il s'agit de savoir qui va trouver le marché chinois, ou nous, ou l'Australie. Jusqu'à présent, nous avons fait, jusqu'à l'année dernière, le maximum que nous avons fait, c'est 13 millions de tonnes. Cette année, l'Unique seulement va faire 15 millions, et l'année prochaine, 30 millions par le fleuve. Notre objectif, c'est d'arriver au moins à 50 millions de tonnes l'année prochaine. Donc, l'Unique peut faire 30 millions de tonnes, puisqu'ils exportent par le fleuve, ils ont déjà fait un port, il faut en faire le deuxième port. Nous voulons aussi que les bateaux pour le pétrole ne viennent plus à Conakry. Et on a un inconvénient aussi, on n'a pas assez de dépôts. Donc, on ne peut pas, on achète avec des petits bateaux de 10 000, 20 000, alors que si on peut faire venir des bateaux de 50 000 tonnes. Donc, nous avons des partenaires, par exemple, Bolloré qui veut faire un dépôt à Benti, d'autres qui vont faire des dépôts à Kamsar. En même temps, nous voulons transformer le port de Benti, qui est un port en eau profonde, pour que le Benti soit le port pétrolier et qu'on dégage aussi les dépôts qui sont là, parce que vous avez des dépôts derrière la présidence, ce n'est pas sécurisé. Bon, évidemment, le projet avec le plus grand projet, c'est Simandou. Je vais faire une visite officielle en Chine. J'ai demandé un partenariat statistique avec la Chine, parce que Simandou ne peut être développé que par la Chine. L'inconvénient, c'est que les Chinois estiment qu'il faut aussi le contrôle. Ils ne peuvent pas mettre l'argent et que Rio Tinto ait le contrôle. Rio Tinto a donné son accord pour que la Chine ait le contrôle parce qu'ils ont de l'argent. Mais la Chine, même s'ils contrôlent, ils n'ont pas la capacité technique. Ils ont besoin d'un partenaire, ou Rio Tinto, ou bien BHP, etc. Parce qu'il faut absolument qu'on lance le projet de Simandou qui va nous permettre de faire un chemin de fer de 900 km, avoir un port en eau profonde. Ça, donc pour le moment, nous nous centrons sur l'énergie, l'agro-industrie et la bauxite comme priorité. Et c'est évidemment des capacités, le renforcement des capacités et tous les changements qu'on peut faire au niveau de l'administration. Surtout au niveau du port. Bon, nous allons améliorer l'aéroport. On voulait construire un nouvel aéroport, mais le trafic ne justifie pas pour le moment, étant donné qu'on a moins d'inconvénients par rapport à Dakar, parce que les avions viennent à Dakar par la ville, donc alors que chez nous, ça vient par la mer, donc ça a moins de... Mais on va faire un dégagement de la piste pour que plusieurs avions puissent atterrir en même temps. L'aéroport de Paris a accepté qu'on ait un troisième partenaire, puisqu'il y a d'autres, il y a Turkish Airlines qui va prendre ses vols, il y a Air Kigali. Nous-mêmes, on va avoir une compagnie aérienne d'ici novembre, en partenariat privé entre un investisseur guinéen et les Turcs. Donc, nous allons améliorer le fonctionnement de l'aéroport. Il reste maintenant le port. Donc, il faut que nos amis de Sogel accélèrent un peu pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement du port. Et nous voulons que le port autonome passe à 13,50 m, parce que pour qu'il n'y ait pas de transportement à Dakar, le port conteneur est à 13,50 m, mais le port autonome à 9,50 m. Donc, là, non seulement nous voulons agrandir le port à l'est, faire 4 nouveaux quais, mais aussi faire passer le port autonome à 13,50 m. Voilà un peu. Et donc, le port, c'est très important pour nous actuellement, pour aller faire tous ces travaux en même temps, l'agrandissement, l'approfondissement, mais aussi le guichet unique. Nous voulons aussi développer l'énergie solaire. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les panneaux solaires soient fabriqués en Guinée. Parce qu'en dehors de l'énergie hydraulique, qui prend quand même du temps, parce que faire les barrages, ça prend du temps,
Et nous souhaitons aussi avoir l'énergie solaire, puisqu'en ce moment, l'énergie solaire peut être utilisée dans la journée et l'hydraulique la nuit. Donc nous sommes intéressés par ceux en France qui font les panneaux solaires, qui peuvent installer les panneaux solaires ici, pour qu'on puisse développer l'énergie solaire. Et particulièrement actuellement en Haute-Guinée, parce que les barrages ne vont pas arriver très vite, donc on a besoin de donner du courant en Haute-Guinée. Et pour ça, le ministre discutera avec vous pour l'énergie solaire. On ne va pas s'engager dans l'éolien parce qu'on n'a pas assez de vents puissants, mais d'hydraulique et de solaire. Ça, nous sommes intéressés. Abu Dhabi va envoyer un expert pour les 40 millions de dollars, puisque nous voulons pas que ça soit dans la production. Donc, ils vont envoyer un expert la semaine prochaine pour pouvoir évaluer, parce que nous avons demandé que les 40 millions de dollars qui donc soient utilisés pour la distribution et dispatching. Donc ils vont envoyer un expert pour voir effectivement que nous n'avons pas de compte de production. Ils vont voir que quand les choses Tombo et Kipé, les 100 MW sont sur le réseau, et qu'on a aussi cas énergie, plus l'énergie, donc on n'a plus besoin, et surtout que Wassila va faire la rénovation de Tombo 5, puisque j'ai déposé à la BID leur facture pour l'avance de débarrage. Donc on n'a pas de problème de production aujourd'hui, surtout on a un problème de distribution et de dispatching. Et donc au ministère, ils constatent ça, ils vont accepter donc de financer, de mettre 40 millions dans ce que nous demandons. Mais l'expert va venir d'abord. La visite de cette délégation du mouvement des entreprises de France, MEDEF, se poursuit ici à Conakry. Au programme, des rencontres avec quelques départements techniques et plusieurs séances de travail avec des hommes d'affaires et autres acteurs économiques de la Guinée.